Bonjour à tous, je suis Peter Starr, le cofondateur et CEO de Frida, et aujourd'hui je suis avec Jérôme Révy. On va parler de la construction tech, on va parler de Contact Connect, on va parler de ton parcours, on va parler de l'innovation, plein de choses. Est-ce que tu peux déjà te présenter, Jérôme, s'il te plaît? Bonjour Peter, effectivement, moi je m'appelle Jérôme. Alors j'ai un long passé, malgré mon jeune âge. J'ai 46 ans, mais ça c'est un détail. Et en fait, j'ai eu un parcours très tech. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de conseils. Et puis, mais je vais t'expliquer en fait pourquoi j'en suis arrivé là. C'est intéressant. Moi, j'ai monté une startup il y a très très longtemps, c'est en 2009. C'est pour ça qu'on m'appelle le papy de la PropTech parce que il y avait un secteur d'activité, ça s'appelait pas du tout la PropTech, ça s'appelait juste l'immobilier. Et c'était en 2009. Écoute, le téléphone portable, donc le smartphone, il arrivait juste sur le marché. C'est pour te dire à quel point c'était vraiment très très early. Le smartphone arrivait sur le marché et moi j'avais fait du réseau, des télécoms, etc. Mais j'avais envie de monter ma boîte. Et puis, quand j'ai vu arriver le smartphone sur le marché, je me suis dit, il y a un truc à faire, c'est que tous les modèles économiques qu'on a vu arriver sur l'Internet, que moi j'ai vu arriver dans les années 2000, quand j'ai commencé ma carrière, ça va arriver sur le smartphone. Donc je me suis dit, il faut lancer des applications mobiles. C'est mon truc. Et j'avais lancé une appli qui permettait de géolocaliser des petites annonces immobilières. Donc, par contre, comment tu as eu l'idée de faire ça dans l'immobilier? En fait, moi, je déménageais souvent. Et je trouvais que les outils qu'on avait pour chercher des biens immobiliers, ils n'étaient pas du tout adaptés en fait, à cette génération qui était la mienne, qui était à la fois mobile et qui utilisait le téléphone portable de plus en plus. Et un copain m'a montré Google Maps et je me suis dit, mais on en parle de 2009. Et en 2009, Google Maps, je me suis dit, mais en fait, ce qui serait canon, c'est d'avoir des biens immobiliers sur Google Maps. Ok. Et donc, moi, je ne connaissais pas du tout le secteur de l'immobilier. Ce n'était pas du tout mon sujet. Mais je me suis dit, allez, hop, on y va. C'est toujours un peu l'entrepreneur, il a toujours un peu un grain de folie, mais surtout d'inconscience. De naïveté. Ouais, de naïveté, parce que tu te lances dans un truc, tu ne sais pas vraiment si ça va marcher, tu ne connais pas le secteur, etc. Mais maintenant, avec le recul, je ferai les choses différemment. Mais à l'époque, je me suis dit, je me lance. J'avais 2 ans de chômage devant moi. J'étais parti dans des bonnes conditions. Donc, à l'époque, j'avais déjà 5 enfants. Donc, il fallait déjà assumer le truc. Mais je me suis lancé. J'ai monté ma start-up comme ça. Et j'ai lancé un petit portail d'annonces qui existe encore, qui s'appelle GeoImmo, où ça voulait dire géo comme géolocalisation, immo comme immobilier. Et puis, en fait, rapidement, j'ai eu pas mal de partenaires, de clients, etc. Et j'ai monté une appli qui avait peut-être 1 million d'annonces dedans. Et je faisais de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait des applis pour des promoteurs immobiliers où j'ai touché un peu au BIM parce que je voulais montrer des programmes immobiliers neufs montés avec des maquettes où je faisais visiter virtuellement des gens dans des maquettes avec des casques. Tout ça, c'était entre 2009 et 2011. C'est vraiment très, très tôt. Donc tout ça, tu as touché à tous ces sujets, toutes ces facettes en 2 ans. Et ouais, c'est ça, en 2-3 ans, exactement. Okay. Et pardon, pour du contexte, tu étais avec d'autres personnes dans cette aventure? J'avais un copain avec qui je m'étais associé. Lui était ingénieur. Lui, c'était vraiment le mec qui mettait les mains dans le code. Moi, j'étais le type qui pensait au truc. Mais commercialement, j'étais assez bon. Donc, ça me permettait d'aller voir des gens et de convaincre. J'avais levé un tout petit peu d'argent, mais à l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup. L'accès aux investissements à l'époque était quand même assez rare. Mais j'ai levé un tout petit peu et ça m'a permis de tenir quelques années. Ça m'a permis de tenir en fait 5 ans. Et au bout de 5 ans, j'ai vendu ma boîte à un éditeur de logiciels. Et j'ai passé quelques années chez cet éditeur pour continuer d'accompagner mon projet, pour prendre d'autres projets. Et globalement, ce que je faisais, c'était des applications mobiles pour les professionnels de l'immobilier. Donc, on ne parle pas encore de construction. Je ne connaissais pas encore le secteur de la construction à l'époque, même si j'ai commencé ma carrière comme DSI d'une boîte de BTP. Donc tu connais rien. J'avais touché un peu la construction là, mais c'est tout. Et puis, en fait, de fil en aiguille, quand j'ai vendu ma boîte et quand je suis parti de l'éditeur qui m'avait racheté au bout de quelques années, je ne savais pas vraiment quoi faire. Mais quand on est un entrepreneur, tu sais, on ne sait pas rester sans rien faire. Et puis, un copain que je connaissais depuis longtemps avait monté un salon qui s'appelle le salon Rent, qui est un salon qui est vraiment dédié aux nouvelles technologies, mais pour les professionnels de l'immobilier. Donc, tu as
tu as des startups, des éditeurs de logiciels, des portails immobiliers qui viennent pour exposer leurs innovations à des agents immobiliers, des promoteurs, des property managers. Et c'était devenu un salon qui prenait un peu d'importance, mais qui était innovant en fait dans sa façon de faire, parce que à l'époque, tu avais des salons de l'immobilier où tu avais des promoteurs qui exposaient des produits à des particuliers, mais tu n'avais pas un endroit où tu pouvais rencontrer les innovations technologiques pour des professionnels. Donc des salons B2B au service des professionnels de l'IMO, ça n'existait pas. Donc ce qu'il avait lancé à l'époque, en 2013, c'était assez innovant. Moi, je l'ai rejoint en 2018 et ce salon est devenu beaucoup plus important. Moi, je me suis beaucoup occupé des startups en particulier. J'ai organisé des concours, j'ai fait venir des investisseurs, on faisait des meetings, etc. Aujourd'hui, c'est la référence quand même dans le Ouais, ce PropTech. salon aujourd'hui est une référence dans ce secteur d'activité. Et je faisais ça en parallèle, je faisais du conseil. Donc, j'ai fait beaucoup d'accélération de startups dans ce secteur-là de l'immobilier parce que je connaissais beaucoup de monde me connaissait aussi en bien, j'avais fait pas mal de missions pour eux. Et ça me donnait un petit crédit. Puis moi, j'aimais bien faire de la relation. Ça, c'était vraiment fondateur dans dans mon savoir-faire. J'aime mettre les gens en relation pour que ça génère du business. J'ai toujours aimé ça. Et donc, j'ai beaucoup aidé des startups à se mettre en relation avec d'autres, avec des corpos, etc., pour faire du business in fine. C'est toujours très satisfaisant de voir que le corpo choisit la startup que tu lui as présentée pour faire tel projet, etc. Voilà, j'ai fait ça. Et puis, quelques années après, j'ai été approché par une société de gestion qui voulait monter un fonds d'investissement dédié à la PropTech. Comme je connaissais bien le sujet, ils avaient besoin d'un spécialiste du secteur. J'ai dit go. Et donc là, on est en quelle année? Alors, justement, pour faire le point. ouais, donc là, on est en 2021. Ok. D'accord. Donc, on a voulu monter un fonds qui fait maintenant 38 millions d'euros, qui est un fonds pas seulement sur la PropTech, mais vraiment sur la ville de demain. Et dans la ville de demain, il y a aussi beaucoup de sujets qui touchent la construction, parce que la construction, ça génère beaucoup de carbone. Et donc, il y avait des sujets, beaucoup d'impact. Il y a aussi des sujets un peu d'hybridation des modèles, des sujets de digitalisation du secteur, etc. etc. Et puis, ça m'a vraiment passionné de voir toutes ces innovations dans ce secteur précis de la construction. Et il y a eu un peu un effet marché. Je te dis tout comme je l'ai vécu, mais il y a eu un effet marché 2022-2023, le marché de la PropTech. En fait, il s'est complètement écrasé. On peut parler pourquoi? Pourquoi ça s'est écrasé comme ça? Ouais. En fait, d'abord, peut-être redire ce que c'est la PropTech. Ouais, très bien. Ouais. Parce que les investisseurs, en fait, ont standardisé des espaces technologiques parce que ça rentre dans leurs critères. Et en fait, ils ont appelé PropTech tout ce qui touchait à l'immobilier. D'accord? Et ensuite, c'est un terme qui est arrivé après, ils ont appelé ConstructTech ou ConTech tout ce qui touchait à la construction. Mais en fait, c'est la même chaîne de valeur parce que tu construis un bien immobilier, d'accord? Et donc, dans cette chaîne de valeur dans laquelle tu as la PropTech et tu as la ConstructTech. La PropTech, moi, je le réduis maintenant à ce qui permet de gérer, commercialiser, c'est tout ce qui concerne le bien immobilier, le bâtiment, une fois qu'il est construit, on va dire. Mais toutes les périodes avant sa construction, là, on touche pour moi au techno de la construction tech. Et donc 2022-2023, pour revenir à notre sujet, le marché s'est écrasé. Pourquoi? Parce que crise en Ukraine, crise de l'énergie, crise du pouvoir d'achat immobilier des Français. Et en fait, tout ça en cascade, en fait, cette crise sur le marché de l'immobilier a rendu très très difficile l'accès au logement de beaucoup de monde. Des agences immobilières ont mis les clés sous la porte, les promoteurs ont mis les clés sous la porte, ils n'arrivaient plus à vendre. Donc, si on n'arrive plus à vendre, on n'arrive plus à construire. C'est là où cette chaîne de valeur elle est connectée. C'est que si tu n'as pas d'acheteur pour un bien immobilier, un immeuble, si tu n'as pas d'utilisateur pour un immeuble, tu ne peux pas
le vendre, donc tu ne peux pas le construire. Et si tu ne peux pas le construire, derrière, tu as des entreprises de construction qui ne travaillent pas. Donc ça, cette crise, elle est à l'échelle française? Est-ce qu'elle est aussi Non, à l'échelle elle est européenne, vraiment à mondiale? l'échelle. Pour moi, elle est à l'échelle au moins européenne, ça c'est sûr. En France, on l'a vraiment pris de face parce que les autorités françaises, la politique, la stratégie, je dirais la vision en fait des gouvernements français depuis quelques années n'a pas été vraiment en faveur en fait de ce secteur de l'immobilier. C'est un secteur qu'ils ont vraiment laissé de côté. Ils ont pas compris en fait comment fonctionnait le marché. Et toutes les fédérations professionnelles, que ce soit la fédération française du bâtiment, la fédération la Fédération des travaux publics, la Fédération française des promoteurs, etc., ont tiré des sonnettes d'alarme depuis 2022, 2023, 2024 en disant mais on va dans le rouge, c'est la crise, etc. Et effectivement, de fait, c'est quand même ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis les clés sous la porte, y compris dans le secteur de la construction, parce que c'est le bout de la chaîne, quoi. Tu as compris. Donc, pour revenir à mon histoire, en fait, 2022-2023, il y a cette crise qui arrive où, en fait, tu comprends que plus personne ne s'intéresse à la PropTech. C'est-à-dire, plus personne, c'est-à-dire les investisseurs ne s'intéressent plus à la PropTech. Moi, j'étais quand même dans un fonds où on voulait investir dans la PropTech. Donc, je peux te dire qu'on a pris aussi on a pris beaucoup de leçons par rapport à ça. Les startups n'arrivaient donc plus à trouver des financements disponibles. Et puis, il y a eu aussi en même temps un mouvement en France où on a commencé à comprendre qu'il fallait réindustrialiser la France, un terme qu'on avait complètement oublié, où il fallait réarmer la France d'une industrie. Et donc, il y a eu tout un mouvement, en tout cas chez les investisseurs, qui s'est, en parallèle, il y a aussi beaucoup on a beaucoup pensé à l'impact, évidemment, le bilan carbone du secteur de la construction, etc. Donc, tu as une espèce de triptyque qui a permis au secteur de la construction tech d'émerger. C'est la chute du marché de l'immobilier, de la PropTech, en fait. Pour les investisseurs, c'est moins intéressant. D'accord ? Donc, ensuite, tu as l'émergence de tout ce qui tourne autour de l'environnement, de l'impact environnemental de la construction, et la volonté de vouloir réindustrialiser la France, de permettre en fait à des industries qui donc investissent sur du matériel, etc., de pouvoir émerger. Donc la BPI a énormément financé ce type de sujet. Et en fait, ces trois sujets-là ont permis à la construction tech d'émerger. Donc la ConTech, c'est un phénomène qui est quand même très récent, selon toi. C'est un phénomène qui est très récent. Ouais. Et jusqu'avant, si tu veux, on mettait dans la PropTech la construction tech. Ça faisait partie mais c'était moins intéressant parce que c'était pénible, il fallait investir dans du matériel. Tu as des boîtes qui font des matériaux innovants. Un matériau innovant, par exemple un ciment décarboné, je peux dire que tu ne le sors pas en 3 mois. Ce n'est pas du SaaS, c'est pas un logiciel, ce n'est pas de l'IA. C'est compliqué, c'est long, il faut des usines, il faut investir beaucoup, ça c'est compliqué. Donc pour des investisseurs, ce n'est pas dans leur mindset de base. Mais quand tu leur as coupé la PropTech, ils ont compris qu'ils avaient pris des tôles sur des sujets SaaS B2B alors qu'ils adoraient ça. Quand ils ont compris qu'il fallait faire de l'impact, et faire de l'impact, si tu veux changer les choses profondément, ce n'est pas avec de l'IA que tu fais beaucoup d'impact. D'accord ? C'est quand tu opères des rénovations lourdes de bâtiments, c'est quand tu utilises des matériaux innovants qui vont emprisonner le carbone ou qui vont réduire l'empreinte carbone d'un bâtiment. Tu vois, c'est dans des sujets très matériels, en fait. Donc, quand les investisseurs ont compris ça, ils se sont dit, mais il y a un marché, c'est celui de la ConTech, il faut qu'on aille regarder ce marché-là. Et moi, j'ai senti un peu ce move-là, 2024, et je me suis dit, il y a un mouvement qui est en train de se lancer dans la construction tech qui n'est pas organisé, qui n'est pas fédéré, qui n'est pas unifié, mais qui est mondial. Qui est mondial beaucoup plus que celui de la PropTech, parce que tu as des sujets qui sont très internationalisables. Ce n'est pas le cas de la PropTech. Par exemple, dans la PropTech, tu avais des sujets liés à la commercialisation des biens immobiliers. Et en fait, ces sujets-là sont des sujets très franco-français parce que
le mode de commercialisation n'est pas le même que tu sois aux États-Unis qu'en France. Donc, tu peux sortir une start-up avec un super modèle en Angleterre, mais qui ne marche pas du tout en France, et vice-versa. Bon. Si tu regardes, par exemple, les grands réseaux de mandataires comme IAD, ils ont du mal à aller exporter leur modèle à l'étranger. Je passe sur ça. Avant qu'on se lance Ouais. dans l'histoire de Contech, moi, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Est-ce que tu penses que la Contech est compatible avec le modèle VC actuel tel qu'on l'a connu en France sur les 10 dernières années? Justement, ça, c'est une vraie question, en fait. Les modèles donc, j'ai passé quelques années quand même dans ce fonds et ça m'a permis d'avoir ce recul-là. Les modèles des investisseurs jusqu'à très récemment étaient des modèles où on investissait dans le SaaS B2B, ça leur plaisait bien et ils avaient des métriques et avec ces métriques-là, ça leur permettait de dire ça vaut X fois le chiffre d'affaires, donc on va faire un fois 3. Bon. Et en fait, ces modèles-là ont complètement explosé parce que rareté des financements, difficulté à lever des fonds, une crise quand même vraiment une crise dans le marché de la tech, mais tout le marché de la tech a souffert. Il y a des pans entiers des marchés de la tech qui se sont pratiquement écroulés en termes d'investissement, ou des grosses boîtes qui avaient énormément investi, du jour au lendemain, se sont retrouvés quasiment sans investisseurs. C'est-à-dire que les investisseurs les ont lâchés du jour au lendemain. Et donc, les investisseurs se sont repositionnés sur des modèles où ils regardaient davantage la rentabilité plutôt que la croissance. Parce qu'il y a quelques années, on disait mais faites de la croissance, dépensez votre argent, faites de la croissance. Et puis, on en est revenu aujourd'hui de ces modèles-là. Et donc, le modèle des investisseurs aujourd'hui, il est en plein pivot. Et les investisseurs regardent davantage des dossiers de sociétés plus matures ou plus rentables ou qui vont moins vite. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un mindset qui est ce qu'il est. Et sur les sujets construction tech, c'est difficile à dire parce que quand tu es un VC généraliste, tu ne comprends pas toujours ce sujet de la construction tech. Tu ne comprends pas toujours qu'il faut investir beaucoup pour construire une usine qui permettra de faire des logements en construction hors site qu'ensuite on va déployer avec des grues. C'est compliqué en fait. Et effectivement, ça ne rentre pas dans le modèle de certains investisseurs. Ça, c'est très vrai. Mais il y a des investisseurs qui, eux, sont spécialisés sur ces sujets-là, qui ne sont pas toujours français. Et quand tu regardes les principaux cimentiers mexicains, américains, indiens, etc., en fait, ont mis de l'argent dans des fonds pour aller justement investir sur ces secteurs-là qu'ils connaissent bien. Et ceux-là sont capables de comprendre le modèle de ces startups qui sont des modèles où il faut dépenser beaucoup de cash pour pouvoir construire en fait un outil de production qui permet ensuite de... Donc, est-ce que le modèle des VC actuels est adapté? La question est non pour certains VC et je pense demeurera négative pour ceux-là parce que c'est compliqué pour eux de passer d'un modèle où on investit dans du SaaS à un modèle dans lequel on investit dans du hard. Mais tu as tout un pan quand même d'investisseurs qui sont des corporate ventures qui arrivent ou des investisseurs qui comprennent que pour investir dans l'impact, il faut financer des modèles qui ne sont pas des modèles simplement SaaS, qui émergent et qui aujourd'hui apportent des financements pour les startups de ce sujet-là. Et la France, je dois quand même le dire, la France est un pays qui attire beaucoup à la fois les innovations, les investisseurs. Pourquoi ? Parce qu'en France, on est quand même les mieux-disants sur un certain nombre de sujets très réglementaires. En parlant de l'impact carbone, horizon 2050, comment est-ce qu'on fait pour réduire l'impact carbone du bâtiment ou du métier de la construction ? On a des sujets très réglementaires sur la sécurité des chantiers, par exemple, etc. On est quand même très en avance en fait sur ces sujets-là, beaucoup plus que certains pays. Tu vas en Arabie Saoudite, ils regardent comment on fait en France pour traiter le réemploi des matériaux de chantier. Ils ne savent pas faire.
Donc, on a en France beaucoup d'innovations qui intéressent en fait non seulement des investisseurs, mais aussi des corpos étrangers qui s'intéressent à ce qui se passe en France. Et puis en France, tu as quand même les gros majors du bâtiment qui sont là, les Bouygues, les Vinci, les Eiffage, qui en fait sont très porteurs d'innovation pour leur propre métier eux-mêmes. Et donc la France est un terrain d'expérimentation qui est, à mon avis, idéal pour les startups et pour les investisseurs, qu'ils soient étrangers ou français, parce que le matching en fait entre ces trois populations-là, que sont les corpos, les investisseurs et les startups, est plutôt facile à faire ici en France. C'est mon analyse. Et c'est justement parce que j'ai fait cette analyse que je me suis dit, en fait, il manque, et c'est là où j'en viens à Contech Connect, en fait, il manque ce lieu dans lequel les gens se rencontrent, tout simplement. Parce que tu ne fais pas du business avec des gens que tu ne rencontres pas. Tu fais du business avec des gens avec qui tu as partagé une table ronde, un café, une conférence dont tu as entendu parler, que tu vois. Et donc, l'objectif de Contech Connect, c'est celui-là. Moi, c'est vraiment ce que je fais depuis des années. C'est comment j'accélère le business des startups et en même temps que j'accompagne la transition des grands acteurs, eh bien, c'est en les mettant ensemble dans un même endroit et en leur donnant un petit peu la vision, une vision du marché, des tendances, etc. Qu'en fait, naturellement, ces connexions se font. Donc, je pense qu'il y a ce mouvement-là. Je parle aussi d'un deuxième mouvement qui est aussi très récent, c'est que en France, j'en connais beaucoup, tu as beaucoup de très très grosses boîtes de la construction qu'on appelle les ETI en France, les entreprises de taille intermédiaire, qui jusqu'à présent étaient dirigées par des gens qui avaient monté des gros empires. Alors, des boîtes des ETI de cette taille-là, c'est des boîtes qui font de l'immobilier, qui font du génie civil, qui font des réseaux. C'est des boîtes qui sont quand même très très connues, très importantes. Et en fait, jusqu'à présent, les gens qui ont monté ces empires-là, eh bien, c'est une génération de gens qui commencent à passer le relais à des dirigeants qui sont plus jeunes, qui sont beaucoup plus à l'écoute en fait des innovations, qui comprennent que le monde a changé, qui comprennent qu'on ne peut plus travailler comme on travaillait avant, qui savent lire des tableaux et qui savent comprendre qu'en fait, en termes de productivité, en fait, si on continue comme ça, on va dans le mur. Parce qu'il y a des gros enjeux de productivité dans le métier du bâtiment. Je pense que la France est en retard sur ces sujets-là par rapport à d'autres pays. Et en fait, ces nouveaux dirigeants-là, ils comprennent que s'ils refont la même chose que ce qu'ils ont toujours fait pendant des décennies et des décennies, ce que leurs pères, leurs grands-pères ont fait pendant des décennies et des décennies, et en fait, on va dans le mur. On va dans le mur parce que le monde bouge. Il y a de la compétition, il y a des enjeux qui sont phénoménaux. On parle des enjeux de productivité, on parle aussi des enjeux de décarbonation du secteur. C'est compliqué d'aller toucher ces enjeux-là sans toucher à l'innovation. Comment on va toucher à l'innovation? Et ça, c'est une vraie question qu'ils se sont posées. Et ils commencent maintenant de s'organiser pour penser. Donc avant, tu avais les majors, qui eux étaient tout à fait organisés pour penser l'innovation. Les Vinci ont créé Léonard, Bouygues, ils ont un département R&D innovation, ils ont fait du venture. Ces gens-là sont déjà équipés pour ça. Mais tu prends des ETI de la construction qui sont régionales, aujourd'hui, ils ne savaient pas jusqu'à présent prendre ces sujets-là. Et donc, est-ce que c'est un défi de faire évoluer les mentalités dans cette industrie? Est-ce que c'est ça qui est le bloqueur à l'innovation? Ou c'est juste, on est habitué à une manière de faire les choses, donc on ne va pas changer? Je pense que les mentalités, elles évoluent parce que le monde évolue et qu'on sait très bien qu'on ne peut pas calculer la productivité de son chantier avec un simple fichier Excel et des notes signées par un conducteur de travaux qui va remettre le soir dans une panière. Tout le monde a compris ça, en fait. Simplement,
les habitudes qui sont prises sont lentes à retravailler, à reprendre, parce que c'est comme ça. En fait, dans les métiers du bâtiment, tu as beaucoup de monde qui sont sur les chantiers. Tu as des gens qui ne parlent pas toujours français. Donc, tu as affaire aussi à des gens qui ils ont les bottes dans le ciment et avoir un papier, etc. Bon, c'est compliqué. Mais la mentalité, je pense, des dirigeants, maintenant, elle a évolué. Ce sont les habitudes qu'il faut faire évoluer petit à petit, et on les fait évoluer avec les outils qu'on met à disposition. Je pense que l'IA, ça fait partie des outils qui ont beaucoup d'avenir parce qu'on rend les choses simples et faciles. Il faut voir qu'on part d'une feuille avec un papier dans lequel on notait un certain nombre de trucs. Ensuite, on est passé à l'iPad, mais ça reste quand même... Et avec l'IA, tu vas passer à la voix. Tu vas pouvoir dire à ton téléphone, en fait, je suis allé faire un tour de cette pièce et j'ai vu qu'il y avait tel défaut qu'il faut reprendre. Et puis l'IA, elle va interpréter ça, puis il va envoyer automatiquement des ordres de travaux. Tu vois, donc on peut imaginer ça. Donc, c'est pas la mentalité, c'est plutôt les habitudes de travail qui vont évoluer, qui sont en train d'évoluer. Et tu as beaucoup de startups qui ont commencé il y a très longtemps. Hein, si tu prends des Final Cut, des gens comme ça qui ont commencé il y a très longtemps, en fait, elles ont beaucoup de mérite parce qu'elles ont fait émerger ces sujets-là. Elles ont compris très tôt que la digitalisation allait toucher aussi les métiers du bâtiment. Elles ont essuyé les plâtres. C'était difficile. C'était vraiment dur pour elles. Et aujourd'hui, on commence de sentir qu'il y a un fléchissement en fait, des habitudes. Et je pense que le moment, il est là. En fait. Je le sens. Il y a une bascule qui est en train de s'opérer. Et donc, est-ce qu'on arrive dans une grande époque de la construction tech en France ? Ouais, je pense qu'on arrive dans une grande époque de la construction tech où les choses vont bouger vite, très vite. Déjà, si tu regardes un peu l'adoption, parce que c'est une question d'adoption, hein. Si tu regardes l'adoption des nouvelles technologies dans les entreprises, plus la technologie évolue, plus les adoptions sont rapides. Et en fait, avec l'IA, on va connaître, à mon avis, une adoption qui va être 3 ou 4 fois supérieure à celle qu'on a connue avant, les réseaux sociaux ou tous les autres sujets de digitalisation. Les entreprises ont collecté de la donnée pendant... Maintenant, ils ont quand même des outils logiciels qu'ils ont mis en place il y a une dizaine d'années. Donc, on a de la donnée qui est collectée, mais cette donnée n'était pas utilisée, grosso modo. Et l'IA va permettre d'utiliser cette donnée-là. Donc, on est en train, à mon avis, de connaître un changement très profond dans cette ère de la... C'est pas que de la digitalisation, hein, parce que, en fait, j'ai pas envie qu'on parle que de digitalisation, parce que l'évolution de la construction tech, c'est pas que du digital, c'est aussi des matériaux innovants, c'est aussi des modes de construction qui sont innovants, c'est de la sécurité, c'est tous ces sujets-là. Et la technologie aujourd'hui est suffisamment mûre, et non seulement mûre, mais aussi adoptée par le particulier pour permettre, en fait, l'adoption dans les entreprises à grande échelle. C'est-à-dire quand tu as un conducteur de travaux qui a eu l'habitude d'utiliser son smartphone pour faire quelque chose, ça ne lui posera pas un problème de prendre son smartphone pour l'utiliser dans le cadre de son chantier, en fait. Ce qui n'était pas le cas il y a 10, 15, 20 ans. Donc on a cette adoption-là qui est une vraie question. Et qui est en train de s'opérer aujourd'hui. Et moi, je pense qu'on a un gros sujet dans les 10 prochaines années. Ça va prendre encore du temps. Je ne dis pas que tout va se régler tout de suite. En fait, l'adoption est toujours plus lente que ce qu'on imagine. Les habitudes sont très ancrées. On a toujours fait comme ça. Donc, voilà. Mais on ne peut plus faire sans la technologie aujourd'hui. Et donc, on a un basculement qui est en train de s'opérer, qui est forcé pour toutes les questions environnementales, qui est très soutenu pour toutes les questions digitales. Donc, ça va, pour moi, l'avenir de la constructech, il est écrit, en fait. C'est un mouvement, on ne peut plus faire marche arrière.
Et donc, je promets à toutes ces startups de la construction tech qui se montent un bel avenir, en fait. Si elles ont une promesse de valeur importante pour l'entreprise qui est leur cliente, eh bien, elles réussiront, j'en suis convaincu, parce que à la fois le marché et les investissements et l'appropriation, c'est maintenant que ça arrive. On va revenir à Contact Connect, mais question justement sur la collaboration entre les startups, les ETI, les grands groupes. Quelle est la meilleure manière de permettre cette collaboration? Comment est-ce qu'une startup doit réfléchir pour pouvoir collaborer avec tous ces acteurs corpos de l'écosystème? J'ai pas la réponse exacte à ça. Ah non, t'as pas les réponses. Non, moi aussi, je me pose beaucoup de questions. Je pense aussi que les majors se posent aussi les questions. Moi, j'observe que les majors redéfinissent leur stratégie d'innovation. Tous. Parce qu'ils ont testé des modèles. Dans d'autres secteurs d'activité, c'est également le cas. Ils ont fait des investissements et puis se sont désinvestis. Ils ont confié des portefeuilles de gestion à des sociétés de gestion. Ils ont fait beaucoup de R&D en interne. Ils en ont externalisé. Ils ont testé beaucoup de modèles. Donc, je ne suis même pas sûr que les majors ont les réponses à ça. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'eux-mêmes sont en train, à mon avis, d'évoluer sur toutes ces questions-là. Et qu'ils savent qu'ils n'iront jamais aussi vite qu'une start-up. Et donc la start-up, c'est toujours l'aiguillon qui permet à ces corpos d'aller plus vite. Ça, c'est certain. Il faut voir que je crois que le budget en R&D des boîtes de la construction, il est inférieur à 1%. Donc en fait, c'est très faible. Et quand tu regardes les ETI de la construction, ce dont on parlait tout à l'heure, hein, qui sont pas les majors, en fait, ceux-là, ils savent pas comment s'y prendre aujourd'hui pour innover. Donc, ils regardent ce qui se passe sur le marché, ils regardent leurs confrères. Et en fait, pour la start-up, ça, c'est un terrain d'opportunité. Mais c'est difficile d'aller les rencontrer. C'est difficile d'aller au contact de ces ETI régionales. En fait, jusqu'à présent, si tu avais envie de voir des startups qui sont dans le BIM, fallait aller à BIMworld. Si tu veux voir des startups qui sont décarbonation du bâtiment, tu vas au CIPCA. Mais en fait, si tu es patron de l'innovation d'une ETI de la construction et que tu as plusieurs métiers, tu as un métier dans l'énergie, dans le génie civil, dans la construction, dans l'immobilier, puis que tu veux voir l'ensemble des innovations, tu n'as nulle part où aller. Et l'écosystème était totalement fragmenté. Et totalement fragmenté. Alors que on a les mêmes enjeux, c'est vrai, on a des silos qui sont, les métiers sont en silos, mais l'innovation, elle est transverse. Et avec des sujets comme l'IA, c'est un sujet qui est transverse. La robotique, c'est un sujet qui est transverse. Et en fait, tu n'avais nulle part de lieu dans lequel tu pouvais à la fois, rencontrer concrètement ces innovations. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait, cette start-up? Comment elle prend ton pain point et comment elle le règle. C'est très concret, en fait, ce qu'elle propose. Moi, je suis épaté de voir ce que ces startups sont capables de faire. Et d'ailleurs, à la différence de beaucoup de secteurs d'activité, moi, dans toutes les boîtes que j'ai rencontrées, en fait, le patron, c'est toujours un mec qui vient du bâtiment. C'est toujours un mec qui a travaillé dans une boîte de construction, qui a vu qu'il y avait un truc qui marchait pas bien, et il s'est dit, on va essayer de créer une solution qui permet de répondre à ce pain point. Du coup, pour revenir sur la mission de Contact Connect, alors, quelques phrases, s'il te plaît, Jérôme. Ouais, la mission de Contact Connect, c'est vraiment de connecter tout l'écosystème européen de la construction tech. Alors, pourquoi ? On en a parlé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut que les gens se connectent ensemble pour pouvoir faire du business ensemble. Moi, ce que je veux faire, c'est au bénéfice des startups. D'accord ? Si on veut que la transition de ce secteur s'opère, transition environnementale, transition digitale, etc., elle doit s'opérer par l'innovation. On en a parlé. Cette innovation, elle est largement produite par des startups, qui sont des mecs qui prennent un risque pour aller monter une boîte qu'ils financent
Ils y passent un temps fou. Je sais ce que c'est, tu sais ce que c'est aussi. Ils prennent des risques énormes. Les investisseurs viennent financer une partie de ce risque-là. Eh bien, il est logique en fait que tout ce monde-là se retrouve à un endroit, à un moment donné, pour essayer pour réfléchir ensemble déjà à quels sont les métiers de demain qui seront, pourquoi pas, disruptés ou pourquoi pas augmentés, comme on dit. Donc, avoir de la vision. Et je pense qu'on a tous besoin de vision. Cette vision, elle est aussi apportée par l'expérience internationale. Parce que nous, en France, on est très franco-français. Parfois, on raisonne de manière très franco-française. Et on oublie que le monde existe. Et en fait, il y a des choses très inspirantes qui se passent à l'étranger. Donc, ne restons pas franco-français. D'abord, les enjeux sont internationaux. La décarbonation du secteur, ça concerne la planète entière. Et toutes ces boîtes à l'étranger ont exactement les mêmes besoins. Les besoins de productivité, de sécurité. On n'a pas tous la même réglementation, c'est vrai, mais on a tous les mêmes besoins et les enjeux sont exactement les mêmes, qu'on soit au Japon, au Maroc, en Finlande et en France. Et donc, il fallait que Contech Connect soit une plateforme internationale où on fait venir ensemble des gens qui partagent cette volonté de vouloir transformer le secteur. Et on le fait comment ? On le fait en apportant des innovations qui sont financées par des investisseurs au bénéfice du secteur et au bénéfice des startups. Donc, pour être clair, la startup, elle a besoin de quoi ? Elle a besoin de financement, on est d'accord ? Elle a besoin de rencontrer des clients, elle a besoin de visibilité. Et en fait, ces trois sujets-là, moi, je vais les apporter sur Contech Connect, où elles vont rencontrer les investisseurs qui financent ces innovations, des clients et des médias qui leur permettront d'avoir de la visibilité. Voilà, c'est ça l'enjeu, c'est ça le sujet de Contech Connect. Je vais apporter une précision. C'est que quand j'ai réfléchi au format de l'événement, en fait, je me suis dit, Contech Connect ce n'est pas un salon. En fait, c'est pas un salon. C'est un lieu dans lequel on va mixer le meilleur du salon, le meilleur des événements de networking et le meilleur des événements de conférences. Donc en fait, je vais alterner des conférences, mais très smart et très shark. Ça dure 30 minutes. Parce que quand tu es assis dans une salle, 30 minutes, suffisant. Avec des pitchs de start-up. Donc j'enchaîne 3 pitchs de 5 minutes, tout ça dans la salle de conférence. Et puis après, on prend un café. Et dans ce café, on va dans la démo zone et on regarde ce que les startups ont à montrer. On se fait des meetings, etc. Et en plus, j'ai mis en place une appli qui permet de faire du networking avec des petits mots-clés. Franchement, c'est un truc génial. Et puis, j'ai des partenaires qui vont amener des ETI de la construction, des donneurs d'ordre, etc. On va faire du one-to-one, on va organiser des learning expéditions. Donc, on met tout ça au même endroit dans une même journée. Et moi, je suis convaincu que ça générera du business aux startups. C'est ça mon ambition. Et donc, est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui t'excite le plus pour cette édition de Contech Connect ? Ouais, c'est le networking. Parce que c'est difficile en fait de le faire, ce networking. Donc, je suis très excité dans toutes les idées que j'ai mis en place. Donc, je vais te les dévoiler ici. Mais quand tu vas arriver à Contech Connect, on va te donner un petit bracelet de couleur. Selon la couleur, tu es soit un investisseur, soit une start-up, soit un professionnel de la construction. C'est une première façon déjà d'essayer de briser la glace entre une start-up et un investisseur, entre une start-up et un professionnel de la construction. Ah, vous êtes une start-up et qu'est-ce que vous faites ? Voilà. Donc ça, c'est un premier truc. Donc, bon, voilà. Ensuite, j'ai mis en place une appli où les gens pourront se créer un profil. Avec l'IA, on va faire du matchmaking. Donc, en fait, en fonction de ton profil, de tes mots-clés que tu as mis, l'appli va te suggérer des rendez-vous. Et puis, tu verras, il y a un plateau sur lequel j'ai mis des tables. Et sur ces tables, il y a un numéro et l'appli va te dire... donc, si tu veux un rendez-vous avec monsieur Untel, elle va te dire table numéro 5 à 10h10. Voilà. Et puis, donc ça, je trouve ça... si tout le monde joue le jeu, en fait, ça sera canon parce que
Les événements dans lesquels tu parles à des gens, tu sais même pas qui c'est, toi, tu as une cible très précise, mais en fait, tu as 500 personnes dans la salle, tu sais pas comment le trouver. En fait, je trouve ça, c'est juste relou, en fait. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Si tu veux que ça fonctionne, il faut de l'efficacité. Moi, j'adore tout ce qui est efficace. Et donc, j'ai trouvé que cette appli, c'était d'une efficacité redoutable. C'est-à-dire que tu vas filtrer, tu dis, moi, je cherche un professionnel de la construction qui conduit des engins de chantier. Parce que... Et donc, avec l'appli, tu vas pouvoir un peu... Très précis quand même. Ouais, alors peut-être pas aussi précis là, mais dans les métiers, il y a des métiers, donc tu vas choisir les métiers. Et puis, tu dis si tu es intéressé pour faire un contact ou pas, et c'est dans les deux sens. Et après, soit il y a du matchmaking qui est automatisé avec l'IA, soit tu vas toquer à la porte et dis bah voilà, j'aimerais qu'on se rencontre, est-ce que vous êtes d'accord? Ou le gars dit oui, dit non. Et s'il dit oui, propose un rendez-vous, table numéro 7 pendant un quart d'heure. Voilà. Donc ça, je trouve ça vraiment excitant. Et en fait, je pense que c'est comme ça qu'on doit penser les événements, en fait. Et puis, en plus, une autre de mes convictions, c'est que les événements de type salon, c'est pénible. C'est pénible pour tout le monde. On est là, les startups, elles attendent derrière leur truc, les gens, ils passent, ils regardent. Qu'est-ce que vous faites? Bon, moi, j'aime pas ça. J'aime bien les trucs sympas, où les gens sont sympas, ils ont plaisir à se rencontrer. Et donc, j'ai envie de donner cet aspect-là à Contech Connect. Et on le voit un petit peu dans la charte graphique, dans la communication qu'on fait. C'est très fun. Ouais, on a envie de donner un côté fun. Parce que la construction, ça peut être vite des sujets très sérieux. Tout ce dont on aborde, c'est vraiment des sujets très sérieux. C'est vrai, c'est très sérieux. Mais en fait, il faut le faire dans un contexte où on a plaisir à se rencontrer. Moi, c'est une grande conviction dans ma vie, c'est que tu fais du business avec des gens avec qui tu as le plaisir de faire du business, tout simplement. Et donc, ça sera un de mes leitmotifs dans Contech Connect. Les gens doivent venir avec la banane, ils repartiront avec la banane, et ils seront contents parce que ça ne sera pas formel. Il y a des choses informelles qui vont se faire, et à la fin de la journée, ils se diront, mais en fait, c'était vraiment sympa. On a pu prendre un coup avec un tel, on a pu voir un tel, c'était efficace. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire pour Contech Connect. Donc, dernière question, parce qu'il nous reste quelques minutes. C'est une question très VC. Ouais. Dans 10 ans, tu vas être où avec Contech Connect? Alors, Contech Connect, vision internationale. Ça, c'est ce que tout de suite j'ai compris. Il ne fallait pas s'arrêter à la France. Donc, c'est pour ça que j'ai donné... la langue officielle, c'est l'anglais. Tout de suite, j'ai noué des relations avec des associations Contech étrangères. Et c'était hyper facile de le faire. C'est fou, mais toutes les semaines, on faisait des rendez-vous avec mon copain Paco qui est à Barcelone. Et en fait, il y avait un vrai intérêt à ça. Donc, elles seront là. Elles viennent avec des startups. Et il y a un mouvement international qui est en train de se monter. Donc, je vais m'appuyer là-dessus pour avoir cette vraie vision internationale. Donc, Contech Connect, on commence ici à Paris. Ensuite, on va commencer à amener des startups à l'étranger parce qu'avec toutes ces relations qu'on a nouées, eh bien, en fait, ce qu'on le fait en France, on va le faire au niveau international. Donc, on va aider des boîtes à aller à l'étranger, trouver les bons partenaires qui vont leur faire rencontrer les bons clients, les bons investisseurs dans les pays dans lesquels ils veulent se déployer. Et donc, on a déjà plein de relations avec les États-Unis, avec l'Allemagne, avec la Finlande, la Suède. C'est extraordinaire ce qui est en train de se créer. Honnêtement, c'est canon. Et donc, Contech Connect va être cette plateforme-là qui va porter ça. Donc, on le porte dans cet événement qui va évidemment chaque année se dérouler. Et chaque année, il va doubler de surface, il va doubler de volume. Ça, j'en suis vraiment convaincu. Quand j'ai commencé, j'avais cette conviction-là. Et tout de suite, j'ai vu l'engouement qu'il y avait à la fois côté start-up, côté corpo. Il fallait que je fasse mes preuves. Et cette première édition, ça sera l'édition qui prouvera en fait que ça fonctionne. Et les années d'après, eh bien, on va grossir, on ira ailleurs, on fera des learning expéditions à l'étranger, on permettra à des étrangers de venir aussi en France. Donc ça va être une plateforme internationale de la Contech. Et j'aimerais que ce soit que ce soit incontournable.
Incroyable. Ouais. Et du coup, pour ne pas oublier, c'est où, c'est quand, comment est-ce qu'on peut trouver plus d'infos sur Contact Connect? Alors, Contech Connect, c'est le 21 mai à Station F. Station F Paris, c'est le plus grand campus, à mon avis, européen de start-up. Je crois que c'est 1 millier de start-up, Voir le monde. voire peut-être même le monde. Donc le 21 mai sur un format d'une journée, contech-connect.com, on va sur LinkedIn, sur Google, on tape Contech Connect, maintenant on trouve, c'est facile. Et il y a tous les moyens pour prendre son pass ou pour participer si on est encore une startup, c'est encore possible aujourd'hui. Incroyable. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à toi.